Pour faire écho aux gaullistes et à leur vision de la Corée, du conflit coréen et du conflit indo-chinois, nous avons la chance maintenant d'accueillir Philippe Buton, qui est professeur à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, spécialiste de l'histoire du communisme, qui a fait l'objet de sa thèse publiée en 1993 avec Les lendemains qui déchantent le PCF à la Libération. Il a depuis procédé à plusieurs élargissements de perspectives concernant la France pendant la Seconde Guerre mondiale ou l'iconographie historique. Il s'intéresse aujourd'hui également à l'extrême gauche, mais aujourd'hui, il revient, si j'ose dire, à ses premières amours pour nous parler des communistes français, de l'Indochine et de la Corée. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, très bien. Alors, d'abord, avant de commencer, enfin en guise d'introduction, ce qui m'a frappé, c'est que les organisateurs de notre rencontre ont élargi le propos, puisque le titre général de notre rencontre, c'était le moment coréen de la guerre froide. Or, ils m'ont demandé de traiter un sujet qui est quand même plus vaste, puisqu'ils m'ont demandé de traiter les communistes français, l'Indochine et la Corée. Autrement dit, ils m'ont demandé de faire un double élargissement. Le premier élargissement, c'est le fait de faire un exercice de comparaison, Indochine et Corée. Et le deuxième élargissement, c'est le terme des communistes français. C'est un terme extrêmement vague, c'est-à-dire de quoi parle-t-on par les communistes français? Est-ce que l'on parle du noyau dirigeant? Est-ce que l'on parle des cadres? Est-ce qu'on parle des électeurs, etc. Donc vous voyez que le tableau se complexifie et que si je voulais traiter de la totalité de ces phénomènes, cela risquerait de nous entraîner très loin. Je vais essayer dans une certaine mesure de hiérarchiser mon propos et donc d'examiner ce qui me semble le plus utile pour une réflexion globale à la fois sur la guerre de Corée et à la fois sur le phénomène communiste. Mais je vais commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est essayer de comparer la place respective de l'Indochine et de la Corée dans le dispositif d'intervention du Parti communiste français. Alors comment faire ? Une des sources majeures est de lire ce qui constitue la Bible pour les cadres du Parti communiste, à savoir la revue mensuelle du comité central qui s'appelle « Les cahiers du communisme ». En effet, c'est en lisant cette revue que les secrétaires de fédération, les secrétaires de section et de cellules prennent connaissance des axes de la propagande centrale, qui prennent connaissance des directives d'action et surtout de la hiérarchie prônée entre tous ces domaines d'agit-prop, pour reprendre le terme consacré. J'ai donc lu ces cahiers pendant la période juillet 1950, mars 1952, une période pendant laquelle le parti invite ses militants à protester à la fois contre la guerre d'Indochine et contre la guerre de Corée. J'ai construit tout un petit tableau. Je ne sais si vous envisagez de reproduire ces interventions, auquel cas je vous donnerai ce tableau. Et pour l'instant, je vais le résumer oralement. Il y a 23 livraisons, 23 numéros de cette revue. L'Indochine et la Corée ont fait l'objet de 8 articles au total. 3 sont consacrés au conflit indo-chinois, 3 sont consacrés directement au conflit coréen et 2 autres, je dirais indirectement, au conflit coréen. Je dis indirectement parce qu'il s'agit de la publication de documents. En d'autres termes, le traitement quantitatif des 2 conflits apparaît peu différent. 3 et puis 2 intermédiaires. On pourrait même dire, dans une première approche, que le traitement est similaire, tout simplement parce que la question est identique. Ainsi, en juillet 1950, au lendemain du début de la guerre de Corée, Maurice Thorez fait le parallèle dans un discours à Roubaix. Je cite un slogan lancé par Maurice Thorez: « La Corée aux Coréens,
et le Vietnam aux Vietnamiens. Fin de citation. Mais on peut même aller plus loin, parce que là, il y a juxtaposition dans la bouche de Thorez. Identification, mais juxtaposition. Or, encore plus significativement, si je prends le premier réunion du Saint des Saints de la direction du Parti communiste, c'est-à-dire le secrétariat du Parti communiste, eh bien, sa première réunion de 1951, janvier 1951, c'est important ce document parce qu'il s'agit d'un document qui n'est pas pollué par la peur d'être lu par l'adversaire. C'est un document strictement interne. Eh bien, il y a un point de l'ordre du jour qui s'intitule, je cite, la guerre en Corée et au Vietnam. Fin de citation. Ainsi, la direction du parti relie en gerbe ces deux conflits qui opposent ce qu'il a choisi d'appeler, ce sont ces termes, d'un côté le camp de la paix, autrement dit le monde communiste, et de l'autre celui de la guerre, le monde capitaliste. Eh bien, c'est là le cœur de ma problématique, c'est-à-dire que je souhaiterais discuter avec vous de ce caractère à la fois identique et différent de ces conflits indo-chinois et coréens. Mais pour entrer dans la nature de cette identité et dans la nature de cette différence, il faut entrer dans les détails. Je vais commencer par la différence, j'examinerai ensuite l'identité. Alors pour mettre en relief la différence pour le Parti communiste entre ces deux conflits, il faut changer de source. Je vais donc abandonner mes sources publiques, les cahiers du communisme, et je vais me concentrer sur cette source privée dont j'ai parlé, donc que j'ai évoqué, à savoir les comptes rendus des réunions du secrétariat du comité, de la direction du parti, secrétariat du comité central. Il s'agit donc d'une source, évidemment, jamais la direction du parti pouvait imaginer que les historiens la connaîtraient. C'est pas une source parfaite dans la mesure où nous n'avons pas ce qu'on appelle le verbatim des discussions, c'est-à-dire qu'on n'entend pas, il n'y a pas le résumé des différentes interventions. Nous n'avons que les conclusions, c'est-à-dire les prises de décision. Mais enfin, c'est quand même, malgré ça, une source extrêmement riche. Mais puisque je n'ai pas le verbatim, je vais donc faire un traitement statistique des décisions. Je vais donc prendre toutes les décisions qui ont porté sur l'Indochine et sur la Corée. Et j'ai choisi de faire le relevé exhaustif au cours du premier semestre 1951, sachant que parfois le secrétariat prend plusieurs décisions dans la même réunion. À nouveau, j'ai un tableau très long que je résume ici. Au cours de ces 6 mois, le secrétariat du parti s'est réuni à 25 reprises. Il s'est abstenu de prendre des décisions, aussi bien sur le Vietnam que sur la Corée, 6 fois. Autrement dit, 19 fois sur 25, il a pris une décision sur l'un ou l'autre ou les deux théâtres d'opération. Bref, ces sujets sont donc des sujets très importants à ce moment-là. Alors, au cours de ces 19 réunions restantes, il a pris 31 décisions concernant l'Indochine, 20 décisions concernant la Corée et 2 décisions qui portaient sur les 2 théâtres d'opération. Bref, vous voyez que là, il y a une inflexion au regard de ma source publique des cahiers du communisme. C'est-à-dire que là, il me semble que les 2 théâtres d'opération ne sont plus vraiment mis sur un pied d'égalité. Dans les préoccupations de la direction du parti, l'Indochine l'emporte sur la Corée. Première observation. Deuxième observation, les modalités d'intervention ne sont pas identiques. Et maintenant, je vais faire l'analyse des 53 décisions du secrétariat et des 8 articles des cahiers. Pour la Corée, il s'agit fondamentalement d'un travail de propagande. Et c'est un travail de propagande à 4 volets. Il y a d'abord un volet politique. C'est la défense de l'indépendance nationale. Cela peut nous sembler un peu étrange, surtout aujourd'hui, mais tel est le principe de base et la première chose mise en avant chronologiquement par la direction du PCF.
Je vous lis la première phrase du premier article, en l'occurrence c'est l'éditorial, de la première livraison de la revue du Comité central qui parle de la guerre de Corée. Concrètement, c'est le mois d'août 1950, puisque en juillet, le numéro était sous presse et donc il n'évoque pas la guerre de Corée. Donc nous sommes en août 1950, voilà la première phrase. Un nouveau foyer de guerre a été allumé en Asie par l'intervention américaine contre le peuple coréen luttant pour son indépendance. Fin de citation. Cette perception de la guerre de Corée comme une guerre de libération nationale du peuple coréen luttant contre un colonialisme, plutôt un néocolonialisme américain, sera continuellement réaffirmée pendant toutes les années suivantes. Je cite: « Continuer à attaquer avec force les impérialistes américains, revenir sans cesse sur leur position d'agresseurs. » Fin de citation, déclare le secrétariat le 15 janvier 1951. Et signe peut-être que cette analyse a du mal à passer, y compris chez ses militants, la même formule est reprise la semaine suivante. Revenir sans cesse sur le rôle d'agresseur des Américains. Et encore le 27 février, etc., etc. Donc, régulièrement montrer que l'agresseur, c'est bien les États-Unis et pas la Corée du Nord. Voilà le premier volet. Deuxième volet, c'est toujours un volet politique. Il faut dénoncer le risque d'agression d'un pays socialiste, en l'occurrence la Chine populaire. Troisième volet, également politique, souligner que les Américains font courir un risque de guerre mondiale à l'humanité. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Enfin, quatrième volet, c'est le principal en termes quantitatifs. C'est le volet humanitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce volet humanitaire va être décliné. Je cite, le secrétariat le 8 janvier dénonçait systématiquement la politique de la terre brûlée pratiquée par les troupes de MacArthur. Un mois plus tard, amplifier la campagne contre les atrocités des armées impérialistes. 3 mois plus tard, dénoncer la possibilité d'utilisation de l'arme atomique par les États-Unis. Et surtout, 19 mars 1951, je cite, « Rechercher et citer des faits précis prouvant l'utilisation des gaz asphyxiants par les impérialistes en Corée. » Or, ce volet humanitaire, et on l'a rappelé tout à l'heure, ce volet humanitaire a pris la forme, grâce à l'appareil de désinformation soviétique, a pris la forme non pas des gaz asphyxiants dont on rechercherait les traces, mais il va trouver des faits précis sur l'utilisation de l'arme bactériologique par les États-Unis, du moins affirme-t-il qu'il a trouvé des faits précis. Et il parvient à le faire croire à une fraction non négligeable de l'opinion publique. À titre quasi anecdotique, mais je vous signale quand même que 40 ans plus tard, le monde diplomatique reprendra encore cette légende dans une édition spéciale. L'article d'Yvonne Dumont sur la guerre bactériologique, qui est publié dans les Cahiers du communisme en mai 1952, est extrêmement intéressant. On pourrait l'étudier en communication. Il est extrêmement intéressant par les artifices rhétoriques qui sont utilisés pour démontrer ce qui n'existe pas, à savoir les citations détournées, les témoignages irrécusables de personnalités, au premier rang Frédéric Joliot-Curie, mais aussi Pierre Cotte, Yves Farge et d'autres. Mais pour mon propos, le plus intéressant, c'est que par ce biais de l'humanitaire, le Parti communiste parvient à franchir des seuils. Celui du passage, pour parler en termes léninistes, de la propagande à l'agitation. Autrement dit, il ne va pas se contenter, grâce à cette passerelle de l'humanitaire, il ne va pas se contenter de faire des articles. Il va aller beaucoup plus loin et essayer d'influencer les larges masses. Et d'abord, première forme, par une campagne d'affiches. Alors, voici une des affiches que le Parti communiste
par l'intermédiaire ici d'une de ces organisations de masse, l'Union des femmes françaises. Voici une des affiches qu'il édite et qui est une affiche qui travaille de loin dans le pathos, puisqu'il représente une forme un peu hyperbolique de l'enfant qui essaye désespérément de téter le sein de sa mère, évidemment une travailleuse pacifique qui est assassinée par les avions américains. Ce qui est très intéressant ici dans la pratique de l'hyperbole, c'est que si vous regardez l'original, que vous n'avez pas ici, c'est une reproduction, mais vous avez en fait, il y a deux affiches ici. Vous avez une affiche, et ici, vous avez une incrustation. Ils ont rajouté des sortes on appellerait ça d'autocollants aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, il fallait les coller avec de la colle. Maman, comme si ça suffisait pas. Donc on joue sur l'humanitaire de façon très précise. Mais enfin, on va surtout développer toute une campagne liée à la guerre bactériologique. Et ici, cette magnifique affiche, alors là, mes techniques de photographe n'est pas très bonne, donc vous voyez pas très bien. Mais ici, vous avez un magnifique jeu de rhétorique, de telle sorte que par un très beau mouvement induit par l'affiche, on voit toutes ces bestioles qui portent les germes du choléra, enfin qui sont censés porter le germe du choléra et de la peste, et qui viennent directement vers le récepteur. Donc vous avez une très intense campagne d'affiches qui a profondément marqué l'opinion. Et du reste, il va y avoir une contre-propagande menée par Paix et Liberté, mais qui ne sera pas très, très efficace. Donc, premier franchissement de seuil. Deuxième franchissement de seuil, c'est pas seulement des affiches, mais c'est aussi des manifestations violentes. Cela a été évoqué ce matin, mais c'est la célèbre manifestation du 28 mai 1952, dite contre Rideau à la peste, où on a vu à peu près 20 000 communistes qui ont affronté extrêmement violemment la police. Il y a eu de très nombreux blessés, certains très gravement. Il y a eu au moins un mort, plus de 700 interpellations. On n'avait pas vu de manifestations aussi violentes en France depuis 1947-1948 et on ne reverra pas avant 68. Alors, naturellement, dans cette violence exacerbée, il y a beaucoup d'éléments. En particulier, il y a la directive qui a été donnée par la direction du parti de, citation, « tenir la rue ». Donc, évidemment, quand on dit ça, tenir la rue, ça dit bien ce que ça veut dire. Mais il y a aussi le fait, la dimension politico-morale pour dénoncer celui qui était accusé et qu'on croyait réellement coupable de crimes bactériologiques. D'où cette extrême violence. Voilà pour la Corée. Alors, qu'en est-il pour l'Indochine ? Bien sûr, pour l'Indochine aussi, il existe tout un travail de propagande. Bien sûr, là aussi, le volet humanitaire est actionné, que cela soit l'aide aux soldats blessés en Indochine, réunion du secrétariat du 2 janvier 1951, ou que ce soit la dénonciation de l'utilisation de bombes napalm, réunion du secrétariat 22 janvier. Mais l'essentiel est qu'à la différence de la Corée, la campagne pour l'Indochine dépasse immédiatement le seul cadre propagandiste. Immédiatement, c'est devenu une campagne d'agitation et d'action multiforme. Comme le dit le secrétariat à 2 reprises, 19 mars, 23 avril, c'est la même formule, le parti doit combattre avec le maximum de vigueur l'envoi de renforts au Vietnam. Il y a donc des tâches extrêmement concrètes. C'est en particulier l'appel aux dockers pour qu'ils refusent de charger le matériel à destination de l'Indochine. En novembre 1950, les Cahiers du communisme publient un article, un des 3 articles qu'ils ont consacrés à l'Indochine, précisément pour appeler les dockers à refuser de charger le matériel de guerre. Et de nombreux dockers vont le faire.
D'où des poursuites, des procès, des grèves de solidarité, des incidents, de la répression, de la lutte contre la répression, etc. etc. Vous avez vraiment une grande bataille qui est engagée sur cette question. La plus grande campagne, ce n'est pas la campagne des dockers, c'est la campagne qui est menée pour la libération du matelot Henri Martin, un ancien résistant, condamné à 5 ans de réclusion, qui est donc pour avoir distribué à l'intérieur de la marine des tracts contre la guerre. Il s'agit d'une énorme campagne directement impulsée par le secrétariat, qui y consacre une très grande partie de ses réunions des années 1950 et 1951. Henri Martin n'est d'ailleurs pas le seul militaire communiste emprisonné pour avoir condamné la guerre, mais c'est lui le centre de la campagne. Donc vous avez une campagne d'affiches, vous avez des brochures qui sont diffusées, on mobilise le Secours populaire pour éditer des brochures spécifiques, c'est le parti qui avance l'argent, mais le secrétariat dit que le Secours populaire doit rembourser l'argent par la suite. Et il y a à partir de juin la présentation d'une pièce de théâtre, et on liste les municipalités, les comités d'entreprise, et on cible plus précisément la Seine et la Seine-et-Oise pour faire tourner cette pièce de théâtre, qui sera présentée pour la première fois le 3 juillet à Montreuil, sous la présidence de Duclos et devant de nombreux dirigeants du parti. Pour animer toute cette campagne, le parti, la direction nomme 3 personnes dirigées par Raymond Guyot, que vous ne connaissez vraisemblablement pas, mais qui est un ancien dirigeant de l'Internationale communiste des jeunes et surtout l'ancien responsable dans les années 20 du travail antimilitariste du parti. Troisième grande campagne, c'est la diffusion du livre de Léo Figuère, qui est allé au Vietnam, qui est allé dans les zones libérées, c'est les termes de l'époque, par les communistes vietnamiens, qui, pour cette raison-là, est membre du comité central, pour cette raison-là, qui est poursuivi, qui va vivre plus d'1 année dans l'illégalité, qui écrit un livre qui est largement diffusé, qu'on réédite, etc., etc. Donc, la Corée, avant tout, de la propagande, avec cette excroissance de 52 liée à la guerre bactériologique, pour l'Indochine, avant tout, de l'agitation et de l'action. Naturellement, cette différence s'explique par le fait que, dès l'origine, l'Indochine est nettement plus proche que la France, de la France que la Corée. Le nombre de soldats français n'est évidemment pas le même, vous le savez aussi bien que moi. En Corée, ce sont les Américains qui assument l'essentiel de la charge militaire. En Indochine, ce sont les Français. Et surtout, la périphérie est directement concernée, les dockers, les soldats. Dans ma carrière d'historien, j'ai rencontré 2 anciens militants communistes qui ont eu avec le Vietnam des liens qu'ils n'auraient jamais pu avoir avec la Corée. Le premier est Roger Hainaut, qui est un ancien résistant, membre du parti et des FTP. Or, à la Libération, il se retrouve face aux Viet Minh, envoyés en Indochine, alors qu'il pensait partir combattre le Japon. Roger Hainaut déserte l'armée française et il rejoint le Viet Minh. Le deuxième est Georges Boudarel, qui est communiste et qui se mettra au service du Viet Minh pour interroger et, je mets des guillemets, éduquer les prisonniers français du Viet Minh, ce qui suscitera une intense polémique lorsque son rôle sera évoqué par d'anciens prisonniers, alors qu'entre-temps, il était devenu maître assistant à Paris 7. Toutefois, le PCF reste extrêmement prudent dans son soutien à ses camarades passés au Viet Minh. À ma connaissance, il n'a jamais revendiqué explicitement l'action de ceux qu'on a appelés le soldat blanc d'Ho Chi Minh. De toute façon, la peur de l'interdiction immédiate l'empêchait de franchir le pas, de telle sorte que l'aide apportée aux Vietnamiens reste très confidentielle. Cette différence d'intensité dans l'action entre Indochine et Corée résulte, je l'ai dit, du fait que la France était infiniment plus impliquée dans le conflit vietnamien que coréen. Mais le Parti communiste aussi. Rappelons que Ho Chi Minh est un ancien membre fondateur du Parti communiste français. Il était présent au congrès de Tours qui a créé le PCF. Donc le PCF n'est pas un parti comme les autres pour le PC vietnamien. À cet égard, il y a une question qui n'a pas été résolue par les historiens.
Généralement, dans le cas des partis communistes issus des colonies ou des anciennes colonies françaises, le PCF disposait d'une sorte de délégation de pouvoir de la part de Moscou. C'est lui qui jouait le rôle de grand frère, qui prodiguait aide et conseils en Afrique du Nord et en Afrique noire. Les choses ne sont pas très nettes avec le Vietnam. Il ne semble pas que le PCF ait exercé une sorte de contrôle sur le PC vietnamien. Il est possible que le poids d'Ho Chi Minh, brillant cominternien, en soit l'explication principale, mais nous manquons de renseignements précis sur ce point. Quoi qu'il en soit, du degré d'implication du PCF vis-à-vis du PC vietnamien, il est évident qu'il n'y a rien de tel dans le cas de la Corée. Le théâtre d'opération est extrêmement périphérique. La lutte pour la Corée relève des devoirs de l'internationalisme prolétarien sans revêtir pour le PC la même priorité que la guerre d'Indochine. Voilà, ça c'est mon premier point, mais j'irai plus vite sur le deuxième, rassurez-vous. Le deuxième point, c'est de voir que, bien que ces deux conflits soient différents, pour une part, ils sont aussi de la même nature. En fait, ces deux conflits ne sont que des illustrations locales d'un conflit beaucoup plus important qui est, pour reprendre la terminologie communiste, la lutte pour la paix. De quoi s'agit-il quand le mouvement communiste international parle de lutte pour la paix ? Il s'agit en premier lieu de la description d'un dispositif de force. Celui-ci est établi depuis la conférence de Stlярska-Poreba de fin septembre 1947. Désormais, la contradiction principale du monde oppose deux groupes de pays. D'un côté, le camp de la guerre, je l'ai dit, dirigé par l'impérialisme américain, et qui regroupe, comme les poupées russes, les pays capitalistes moins développés et les pays dominés par ces pays capitalistes. Et de l'autre côté se trouve le camp de la paix, dirigé par l'Union soviétique, et qui comprend, comme force étatique, les autres pays socialistes, et comme force non étatique, les différents partis communistes du monde, les mouvements de libération nationale dirigés par des communistes et des forces alliées plus ou moins étroitement liées, qu'il s'agisse du mouvement syndical ou du mouvement pacifiste. Deuxième question sur cette lutte pour la paix, quelle est sa fonction ? Quelle est sa fonction ? À quoi sert-elle ? Au soir de la violente manifestation contre Ridgway, le ministre de l'Intérieur déclare, je cite, des commandos armés ont tenté un complot contre les institutions républicaines. Fin de citation. Il me semble que le ministre de l'Intérieur se trompe. Il y voit une manœuvre offensive, alors qu'en réalité, le Parti communiste est sur la défensive. La lutte pour la paix, comme le disait Annick Riegel, est un thème défensif lié à une phase de consolidation des acquis après la conquête et phase d'expansion. Avant la guerre froide, le PCF et les autres partis communistes avaient déjà lancé une campagne pacifiste entre septembre 1939 et juin 1941. Il s'agissait alors de permettre à l'Union soviétique de digérer, c'est-à-dire d'épurer et de russifier, les conquêtes territoriales apportées par le pacte germano-soviétique. À partir de septembre 1947, cette nouvelle campagne pacifiste a pour but de permettre au système communiste de digérer les conquêtes territoriales apportées par l'issue victorieuse de la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, la soviétisation de l'Europe de l'Est et dans un deuxième temps, la préservation de l'avancée en Extrême-Orient, Chine, Indochine et Corée. Les conflits indochinois et coréens ne sont que des conflits locaux du combat planétaire entre camp de la guerre et camp de la paix. D'où le risque de guerre mondiale évoqué par la presse communiste. Voici l'éditorial de François Billoux dans les cahiers de mai 52. Je cite. « Pour parvenir à leurs objectifs, les impérialistes américains, anglais et français ont recours à tous les moyens, y compris la guerre au Vietnam, en Corée, et ils préparent fiévreusement une troisième guerre mondiale. » Fin de citation. Autrement dit, la lutte pour la paix et à l'intérieur de celle-ci, la contribution du PCF, a deux objectifs majeurs. Le premier est d'ordre stratégique, empêcher toute riposte d'ampleur contre l'Union soviétique. Le second est d'ordre tactique, aider à faire perdre, militairement et localement, l'impérialisme en Indochine, en Corée
et ailleurs. Mais pas en France et pas en Europe occidentale. Là, la menace révolutionnaire n'est agitée qu'en cas d'intervention militaire contre l'Union soviétique, et seulement dans ce cas-là. Je crois avoir montré que là était la logique profonde de l'attitude communiste en 1939-1940. Mais là est la logique de cette période de la guerre froide. Et ce n'est pas un hasard si le 18 juin 1951, présentant les conclusions des législatives qui viennent de se dérouler, le secrétariat du PC prend soin de souligner un élément qui pourtant n'a pas grand-chose à voir avec les élections. Il dit, je cite, « Rappelez la déclaration de Maurice Thorez, le peuple de France ne fera jamais la guerre à l'Union soviétique. » Une déclaration de 1948, mais qui est régulièrement rappelée. Le message est clair. Dans cette période où, comme le dit Thorez, citation, « la paix ne tient qu'à un fil », si l'épreuve de force militaire directe est engagée contre l'URSS, cela sera cette fois le signal de l'offensive révolutionnaire. Le but est donc d'obtenir la paralysie stratégique du camp occidental. Alors il reste une dernière question qui est... je peux avoir 2 minutes, hein? Merci. Il reste une dernière question. C'est une question compliquée. Depuis l'ouverture des archives de Moscou, depuis donc 1989-91, on sait que Maurice Thorez avait raison de dire que la paix ne tenait qu'à un fil. Évidemment, les responsables n'étaient pas ceux que désignait Thorez. En lisant les mémoires de Khrouchtchev, on apprend qu'à 48 reprises, Kim Il-sung a demandé à Staline l'autorisation d'envahir la Corée du Sud. Jusqu'en 1950, Staline refuse. Vraisemblablement parce que le plus urgent était bien la digestion des conquêtes européennes et chinoises. Mais le 30 janvier 1950, Staline change de position et il donne son feu vert à Kim Il-sung. Les raisons de ce changement semblent avérées et ont trait à la modification du rapport de force. Les troupes américaines ont quitté la Corée depuis juin 1949, l'URSS dispose de la bombe atomique depuis juillet 1949, la victoire communiste est assurée en Chine depuis octobre 1949, et le 12 janvier 1950, le secrétaire d'État américain a fait une déclaration maladroite qui peut laisser entendre que les Américains n'interviendraient pas en Corée. Bien, tout ça est à peu près connu. Mais pour notre sujet, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est, grâce à la publication intégrale des télégrammes échangés par Staline et Mao, nous savons qu'en octobre 1950, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et 5 ans après Hiroshima, Staline envisage froidement une nouvelle guerre mondiale lorsqu'il demande à Mao d'intervenir militairement pour aider les communistes coréens en déroute. Dans son télégramme du 5 octobre 1950, il affirme ou il demande à Mao d'intervenir. Mao il refuse pour l'instant. Là, il demande. Dans son télégramme, donc, il affirme ne pas croire à la volonté américaine de déclencher une guerre mondiale pour un tel territoire. Mais il précise à Mao qu'il a examiné cette éventualité. Et voici la suite du télégramme. Devons-nous nous effrayer de cette possibilité ? À mon avis, non. Parce qu'ensemble, nous serons plus forts que les États-Unis et la Grande-Bretagne, puisque aucun des autres États capitalistes européens ne possède une réelle force militaire. Si la guerre est inévitable, qu'elle vienne maintenant, et pas dans quelques années, lorsque l'impérialisme japonais sera reconstitué comme un allié américain, et lorsque les États-Unis et le Japon auront un porte-avions tout fait sur le continent, sous la forme de toute la Corée dirigée par Syngman Rhee. Fin de citation. Si tous ces faits sont désormais bien connus, depuis l'ouverture plus ou moins bien connus depuis l'ouverture des archives, reste une interrogation. Thorez et la direction du PCF étaient-ils au courant de cette éventualité ? À mon avis, le plus vraisemblable est que non. En premier lieu, et j'ai deux éléments qui vont dans ce sens-là. En premier lieu, sur le plan organisationnel, depuis 1924, la direction du mouvement communiste international n'est plus collective. Avant cette date, la direction du Comintern pilotait la marche de la révolution mondiale,
dans la mesure du possible évidemment. Mais depuis 1924, l'internationale communiste est devenue un simple instrument au service du Kremlin et elle ne dispose pas d'autonomie. Depuis 1943, elle n'existe même plus et les directives de Staline transitent désormais directement par le biais du département international du Parti soviétique. Et les choses ne changent pas avec la création du Cominform en 1947. Deuxième élément qui va dans le même sens, le contenu des réunions du secrétariat du PC. Naturellement, même un texte aussi contrôlé ne contiendrait pas des informations aussi sensibles que l'annonce de la prochaine intervention chinoise et du risque de guerre mondiale. Pour autant, il m'apparaît significatif que le 9 octobre 1950, alors que Staline vient d'obtenir l'acceptation par Mao de s'engager dans la guerre, avec les risques que cela comporte pour la paix mondiale, le 9, donc, le secrétariat du PC appelle, je cite, « poursuivre l'éclaircissement dans le parti concernant la non-intervention militaire de l'URSS et de la Chine populaire en Corée. » Fin de citation. Si Thorez se doutait de quoi que ce soit, il n'aurait pas pris une telle initiative. Par la suite, en octobre-novembre 1950, les décisions du secrétariat du PCF apparaissent assez confuses, tout cela témoignant d'un manque d'informations évident. Alors, pour conclure, je dirais que, bien sûr, je suis resté à l'appareil du parti, à la direction du PCF. Si on descendait dans la pyramide du communisme français, si on regardait ce qui se passe à la base, les choses seraient encore plus difficiles à cerner. Dans l'enquête que j'ai co-dirigée de l'Institut d'histoire du temps présent sur la guerre froide vue d'en bas, il n'y a pratiquement aucune apparition de la Corée. Et à nouveau, il convient de raisonner à l'échelle globale. La Corée n'est que l'appendice de la lutte pour la paix, dont la forme principale en France, et qui, elle, concerne la masse de la population française, est une propagande à 4 volets. Et classée dans l'ordre, il y a d'abord ici une campagne pacifiste, la suivante s'il vous plaît, une campagne pacifiste générale symbolisée par l'appel de Stockholm. Et puis, je n'ai pas le temps de commenter chacune des affiches, et puis, illustrant cette campagne pacifiste générale, il y a 3 autres thèmes. La lutte contre la nouvelle Wehrmacht, ici. La lutte contre la coca-colonisation, ici, donc contre l'impérialisme américain. Et enfin, la lutte contre la construction économique, militaire et politique de l'Europe. En définitive, et cela constituera mon ultime phrase, ce contraste n'est qu'une nouvelle illustration d'une importante conclusion historique. La guerre froide ne fut pas la juxtaposition de plusieurs conflits locaux, mais elle fut bien la déclinaison, localement et temporellement différenciée, d'une ample confrontation planétaire, globale et irréductible entre 2 systèmes antagonistes. Je vous remercie.